La porte claqua comme un coup de tonnerre dans la nuit parisienne. Et Quentin sentit son cœur se briser en 1000 éclats invisibles. « Tu n'es plus mon fils » hurla son père. Les veines saillantes sur son cou. Tandis que sa mère, effondrée dans un fauteuil usé du salon bourgeois de leur appartement haussmannien, se contentait de sangloter. Un chapelet entre les doigts tremblants. Théo, immobile dans l'encadrement de la porte, serrait la main de Quentin si fort que les jointures blanchissaient. Mais ses yeux trahissaient déjà la peur qui le rongerait plus tard. C'était l'été 2005. Et Paris étouffait sous une canicule impitoyable. Quentin avait 22 ans. Fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature. Avec des rêves de plumes et de pages infinies. Théo, son amour secret depuis leurs années au lycée à Lyon, était un artiste en herbe. Tatoueur dans un quartier branché du Marais, où les néons clignotaient comme des promesses fugaces. Il s'était retrouvé à Paris pour un week-end volé. Mais la nouvelle avait éclaté comme une bombe. Quentin avait osé avouer son amour à ses parents. Lors d'un dîner familial tendu. Espérant que l'amour triompherait de la tradition catholique rigide qui étouffait leur foyer. « Comment as-tu pu nous faire ça » avait murmuré sa mère. Les yeux rougis. Comme si Quentin avait trahi non seulement la famille, mais l'essence même de leur lignée provençale, fière et intouchable. Son père, un notaire austère aux moustaches impeccables, s'était levé d'un bond, renversant son verre de Bordeaux sur la nappe brodée. « C'est une abomination. Sors d'ici et ne reviens jamais. » Les mots avaient fusé. Acide. Imprégné de cette hypocrisie bourgeoise qui masquait la peur viscérale de l'inconnu. Quentin avait empoigné son sac à dos, les larmes coulant librement sur ses joues. Et Théo l'avait suivi dans l'escalier sombre, leur pas résonnant comme un adieu définitif. Dehors, la rue Mouffetard bruissait de rires d'inconnus, indifférents à leur drame. Ils s'étaient réfugiés dans un café miteux, sous les arcades, où l'odeur de croissants brûlés se mêlait à celle de la pluie naissante. « On va s'en sortir. » avait murmuré Théo, en passant un bras autour de ses épaules. Mais sa voix tremblait. Et Quentin avait perçu, déjà, la faille dans leur armure. Les jours suivants furent un tourbillon de survie précaire. Quentin, dépouillé de son héritage familial, dormit sur le canapé défoncé de l'atelier de Théo, entouré d'affiches de rock indé et de flacons d'encre multicolores. Il chercha du travail comme un damné, serveur dans un bistrot de Montmartre, correcteur freelance pour des revues obscures, tout en envoyant des lettres rageuses à ses parents qui restaient sans réponse. Théo, avec son sourire en coin et ses tatouages serpentins qui dansaient sur sa peau olive, tentait de le distraire par des nuits folles dans les clubs underground du Pigalle, où la musique techno pulsait comme un cœur affolé, et où les corps se frôlaient sans jugement. Mais l'ombre du rejet planait. Quentin se réveillait en sueur, hanté par le regard dégoûté de son père, par les murmures de sa mère qui priait pour son « salut ». Il écrivait des poèmes sombres dans un carnet volé. Des vers qui saignaient d'amour interdit et de solitude cosmique. Théo, lui, semblait plus solide. Il gravait des motifs celtiques sur la peau des clients, racontant à Quentin des histoires de résilience. De nuit où il avait fui son propre foyer homophobe à Marseille. L'amour, c'est notre révolution. Mon amour, disait-il en l'embrassant sous la douche rouillée, leur corps glissant se levant dans une urgence presque désespérée. Pourtant, les fissures apparurent vite. Théo commença à rentrer tard, prétextant des commandes urgentes. Et Quentin, rongé par l'insécurité,
Fouillait ses poches pour trouver des traces d'autres parfums. D'autres peaux. Un soir, après une dispute explosive où Quentin l'accusa de le laisser seul face au vide, Théo avoua, il avait rencontré un galeriste. Un homme plus âgé, qui offrait non seulement des expositions pour ses dessins, mais une stabilité que leur précarité ne pouvait égaler. C'est juste pour l'art? Pour nous? Au final. Mais les mots sonnaient faux. Et Quentin, le cœur en vrac, vit dans ses yeux la tentation de l'évasion. La première trahison fut subtile. Comme un poison lent. Théo disparut une nuit entière. Et revint avec des lèvres gonflées et un mensonge bancal. Quentin, feignant l'indifférence, noya sa peine dans l'absinthe d'un bar clandestin, où un drag queen aux paillettes criait des vérités crues sur la liberté. Le lendemain, il confronta Théo dans l'atelier, entouré de croquis inachevés de corps enlacés. Si tu m'aimes, pars avec lui. Mais ne me mens pas. Théo pleura. Promis. Mais le mal était fait. Leur lit devint un champ de bataille froid, où les caresses se muèrent en reproches. L'automne arriva, drapant Paris d'un manteau ocre et mélancolique. Quentin trouva un emploi stable comme bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Un havre de silence où il se perdait dans les volumes jaunis de Proust et de Gide, cherchant dans leurs lignes un écho à sa propre tourmente. Théo, encouragé par son mécène, exposa ses toiles dans une galerie du Sentier, des nus masculins entrelacés, inspirés de leur nuit passée. Mais Quentin y vit une profanation. Une commercialisation de leur intimité. Lors du vernissage, sous les lustres cristallins et les coupes de champagne, il surprit Théo riant aux éclats avec l'homme en question. Un cadras élégant aux cheveux poivre et sel. Et quelque chose en lui se brisa irrémédiablement. Il quitta la fête sans un mot, marchant seul le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire comme des promesses brisées. De retour à l'appartement, il fit ses valises. Laissant une lettre, tu m'as appris l'amour. Théo. Mais pas la loyauté. Adieu. Le lendemain, il s'embarqua pour un train vers le sud. Direction Marseille, où un cousin lointain lui offrait un toit temporaire. Paris, ville lumière, s'effaçait derrière lui comme un mirage cruel. Les années s'écoulèrent en un exil intérieur. Quentin, à 30 ans, s'était réinventé en professeur de littérature à l'université d'Aix-en-Provence, enseignant Baudelaire et Rimbaud à des étudiants aux yeux éveillés, qui ignoraient les cicatrices sous son sourire poli. Il avait coupé les ponts avec sa famille, ne recevant qu'une carte postale annuelle de sa mère, signée d'une main hésitante, pris pour nous. Théo, un fantôme. Des rumeurs parvenaient via des amis communs, il avait réussi. Ouvert son propre studio à Berlin. Marié à un musicien suédois. Quentin, lui, collectionnait les amours éphémères à un barista au dreadlock. Un écrivain raté mais aucun ne comblait le vide creusé par ce premier amour maudit. Un soir d'hiver 2015. Lors d'une conférence sur l'identité queer dans la littérature française, Quentin croisa un regard familier dans la salle bondée de l'Institut français. Théo était là. Vieilli mais toujours magnétique. Ses tatouages fanés sous une chemise cintrée. Assistant incognito. Après la séance, il l'aborda dans le hall. La voix rauque, Quentin. Tu es magnifique. Le temps suspendit son vol. Et contre toute raison, Quentin accepta un café.
Ils parlèrent des heures, évitant les abysses. Mais la connexion crépita comme au premier jour. Pourtant, la paix fut de courte durée. Théo, divorcé et errant, proposa de recommencer. Mais Quentin, marqué par la trahison, refusa. 20 ans trop tard. Mon amour. Il rentra à Aix. Le cœur plus lourd. Mais une graine de résilience germa. Il commença à écrire son propre roman. Un récit cathartique de rejet et de renaissance. Qui fut publié en 2018 sous un pseudonyme. Acclamé pour sa tendresse brute. La plume de Quentin glissait sur le papier comme une caresse vengeresse. Chaque mot un exorcisme. Dans les pages de Écho interdit, il dépeignait un jeune homme alter ego transparent enchâssé de son nid familial pour un baiser volé sous les platanes de la place des Vosges. Les critiques saluèrent l'œuvre pour sa sensibilité à fleur de peau, imprégnée de l'élégance proustienne et de la rage baldwinienne. Un clin d'œil inconscient à ces auteurs qui avaient bercé ses nuits solitaires. Mais derrière les louanges, Quentin luttait des migraines chroniques. Vestiges d'un stress accumulé. Et une solitude qui s'infiltrait comme la brume provençale. À 40 ans, il vivait dans une petite maison aux volets bleus, perché sur les collines d'Aix, entouré de lavandes et d'oliviers tordus par le Mistral. Ses étudiants l'adoraient pour ses cours passionnés, où il disséquait les amours maudits de Verlaine et Rimbaud. Mais hors amphithéâtre, il se murait dans un cocon de livres et de vin rouge. Les dimanches, il marchait jusqu'au vieux port de Marseille, observant les pêcheurs aux mains calleuses, se demandant si l'océan pouvait laver les regrets. Sa mère, veuve depuis 5 ans, avait tenté une réconciliation timide, une lettre manuscrite, pliée avec soin, où elle avouait ses tourments religieux, ses prières nocturnes pour « le fils prodigue ». Quentin l'avait lu à voix haute, seul devant sa cheminée, et avait répondu poliment, mais sans chaleur. Le pardon ? Une illusion pour les cœurs plus tendres. Théo ressurgit comme un spectre en 2020. Au cœur de la pandémie qui cloîtrait le monde. Paris confiné. Quentin avait fui vers sa maison d'Aix, enseignant en visio à des écrans pixelisés. Un email atterrit un matin pluvieux, « Je suis à Marseille. Besoin de te voir. Pardon pour tout. T. » Le cœur battant. Quentin hésita. Puis tapa une adresse de café anonyme sur le Vieux-Port. Ils s'assirent face à face, masqués jusqu'aux yeux. La mer Méditerranée houleuse en toile de fond. Théo, grisonnant aux tempes, raconta son mariage raté, sa galerie berlinoise vendue à la va-vite, une dépression qui l'avait renvoyé en France, errant comme un peintre maudit. J'ai tout gâché. Q. Toi. Nous. Parce que j'avais peur. Peur de l'instabilité. De ton regard qui me désarmait. Les mots, sincères, fissurèrent la carapace de Quentin. Ils se revirent, d'abord pour des promenades masquées le long des calanques, où le sel marin piquait les lèvres et où Théo esquissait des croquis de rochers érodés, symbole de leur usure. Puis, un soir d'orage, dans la maison de Quentin, les masques tombèrent littéralement et figurativement. Leurs corps, marqués par le temps, se reconnurent dans une étreinte fiévreuse. Mélange de nostalgie et de désir ravivé. Je t'aime encore, murmura Théo contre sa nuque. Et Quentin, pour la première fois,
crut à la rédemption. Mais le bonheur fragile s'effrita sous les assauts du quotidien. Théo, instable, proposa de s'installer ensemble. Mais ses humeurs variaient comme le sirocco, des jours d'euphorie créative. Suivis de silence lourd où il fixait l'horizon. Hanté par ses fantômes. Quentin, professeur respecté, sentait le poids de cette vulnérabilité, il annula des dîners avec ses collègues pour apaiser les crises de Théo, qui accusait le rejet parental de Quentin d'avoir forgé en lui un homme brisé. C'est ta faute si je suis comme ça. Tu m'as abandonné en fuyant Paris. Un soir, après une dispute où Théo balaya une pile de manuscrits, révélant une photo jaunie de deux adolescents, Quentin craqua. Non. C'est toi qui m'as trahi le premier. Avec lui. Avec tes mensonges. Et maintenant, tu reviens comme un naufragé. Attendant que je te sauve? La nuit fut un gouffre. Théo partit, claquant la porte de la maison provençale. Et Quentin, effondré sur le sol de tuiles rouges, pleura pour la deuxième fois en 20 ans. Le lendemain, un appel de sa sœur aînée, qu'il n'avait pas vue depuis des lustres, maman est mourante. Quentin. Cancer. Elle veut te voir. Le choc le propulsa dans un TGV bondé vers Paris, où la tour Eiffel se dressait, indifférente, sous un ciel de plomb. L'hôpital, avec ses couloirs aseptisés et ses bips monotones, sentait la finitude. Sa mère, frêle sous les draps blancs, tendit une main diaphane. Mon fils, pardonne-moi. J'ai eu peur pour ton âme. Mais c'était la mienne qui tremblait. Les mots, susurrés, libérèrent un torrent. Quentin raconta tout la douleur. L'exil. Les nuits blanches et elle écouta. Les yeux clos, murmurant des « je t'aime » entrecoupés de tout. Son père était mort depuis longtemps, emportant son intransigeance dans la tombe. Mais la réconciliation avec sa mère fut un baume. Elle lui offrit un médaillon ancien, gravé d'un cœur entrelacé, un héritage familial qu'elle avait gardé pour lui. Porte-le. Et vis, Quentin. Vis pour nous deux. Elle s'éteignit 2 jours plus tard, paisiblement. Et Quentin organisa des funérailles modestes, où sa sœur et lui se tinrent côte à côte, enfin unis. De retour à Aix, il enterra le médaillon sous un olivier, symbole d'ancrage retrouvé. Théo, ignorant tout, revint une semaine plus tard, fleur en main, suppliant. Mais Quentin, transformé par la mort et le pardon maternel, refusa net. J'ai guéri sans toi, Théo. Et je continuerai. La porte se referma. Définitive. Et pour la première fois, Quentin sentit non la perte, mais la liberté. Il reprit son roman inachevé, le transformant en une saga sur la résilience queer, et contacta un éditeur parisien. Le manuscrit, Renaissance oubliée, fut accepté avec enthousiasme, préfacé par un ami de Gide lui-même. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, n'en avait pas fini. En 2023, lors d'un festival littéraire à Avignon, Quentin fut invité comme auteur vedette. La scène du Palais des Papes, baignée de projecteurs chauds, vibrait d'applaudissements. Parmi le public, un visage familier,
Théo. Plus usé. Mais les yeux brillants. Après la lecture. Un extrait poignant sur l'amour retrouvé dans la solitude. Théo l'attendait en coulisses. Ton livre. Il parle de nous. N'est-ce pas, Quentin? Serein. Secoua la tête. Non. Théo. Il parle de moi. Seulement de moi. La conversation s'étira jusqu'à l'aube. Dans un bistrot aux murs tapissés de vinyle. Où ils burent du pastis et rirent de leur folie passée. Théo avoua sa propre trahison, non seulement l'homme du galeriste, mais une addiction à l'héroïne dans les années berlinoises. Qui avait failli le détruire? J'étais un lâche. Q. Mais toi. Tu es un survivant. Pour la première fois. Quentin le serra dans ses bras. Non comme amant. Mais comme frère d'armes. Et toi? Tu es en chemin. Continue. L'été 2024 enveloppa la Provence d'une lumière dorée. Presque biblique. Et Quentin, à 42 ans, se surprit à sourire devant son miroir, notant les rides au coin des yeux comme des médailles de bataille. Renaissance oubliée avait grimpé dans les classements du Figaro littéraire. Traduit en anglais pour un public new-yorkais friand de récits queer introspectifs. Des invitations affluaient, podcast à Radio France. Panel sur l'identité à Lyon. Même une résidence d'écriture à la Villa Médicis à Rome. Mais Quentin choisit de rester ancré. Cultivant son jardin de lavande et écrivant sous la tonnelle. Où les abeilles bourdonnaient une symphonie païenne. Sa vie amoureuse. Jadis un désert aride. Fleurit timidement. Lors d'un atelier d'écriture à Marseille. Il rencontra Lucas. Un jeune documentaliste de 30 ans. Aux boucles châtaines et aux rires contagieux. Passionné par les archives LGBTQ+ de la Bibliothèque nationale. Lucas, originaire de Toulouse, portait ses cicatrices avec légèreté, un coming out familial sans drame. Une communauté militante qui l'avait porté. Leurs premiers rendez-vous furent des promenades le long du Rhône. Mains effleurées. Conversation sur Genet et les folles de Stonewall, un pont entre générations. Tu écris comme si chaque mot était une confession. Dit Lucas un soir. En dégustant une bouillabaisse fumante. Quentin rougit. Vulnérable. C'est parce que c'en est une. Pourtant. L'ombre de Théo persistait. Non comme un rival. Mais comme un rappel. Il s'écrivait sporadiquement, des mails brefs. Des photos de toiles inachevées depuis un atelier reconverti à Nice. Théo, sobre depuis 2 ans, se lançait dans l'art-thérapie pour des jeunes en errance. Canalisant sa douleur en couleurs vives. Merci pour le coup de pied au cul. Q. Écrivait-il. Quentin souriait. Archivait. Avançait. Avec Lucas. L'intimité se construisait patiemment, des nuits où il lisait à voix haute des extraits de Maurice de Forster. Des matinées paresseuses où les corps s'entremêlaient sans urgence. Juste une tendresse profonde. Presque paternelle. Le conflit surgit de l'intérieur. Comme un ver dans le fruit. Quentin, hanté par son rejet parental, craignait de reproduire les chaînes invisibles. Lors d'une dispute anodine où Lucas voulait emménager, Quentin invoqua son besoin d'espace. Les mots jaillirent, et si je te brise? Comme on m'a brisé. Lucas, patient, prit sa main. Alors on répare ensemble. L'amour n'est pas une prison. Quentin. C'est une clé.
Ces paroles, simples, déverrouillèrent quelque chose. Ils partirent en week-end à Paris. Ville talisman, logeant dans un hôtel bohème du quartier latin. Sous la pluie fine. Ils visitèrent le Marais. Main dans la main. Ignorant les regards curieux. Au mémorial des martyrs de la déportation. Sur l'île de la Cité, Quentin s'ouvrit sur sa mère, elle m'a pardonné à la fin. Et moi? Lucas l'embrassa doucement. Tu t'es déjà pardonné. De retour à Aix. Quentin organisa une lecture publique de son livre dans la cour de l'université. Sous un ciel étoilé. La foule? Un mélange d'étudiants, de professeurs et de curieux locaux. Applaudit avec ferveur. Parmi eux, Théo, invité par un mail impulsif de Quentin. Après, autour d'un apéritif, les trois hommes trinquèrent un triangle improbable, mais harmonieux. Théo taquina Lucas sur ses théories documentaires. Et Quentin observa. Émerveillé. Cette paix naissante. À la fierté retrouvée. Porta Théo. Et les vers tintèrent comme un serment. Mais le vrai chaos guettait. Tapis dans les recoins du passé. Un matin d'octobre. Un colis anonyme atterrit sur le pas de la porte de Quentin, une boîte en carton. Scellée d'un ruban fané. À l'intérieur. Des lettres jaunies. Des photos d'enfance. Et un journal intime, celui de son père. Découvert par sa sœur lors du tri de la maison familiale vendue. Les pages. Écrites d'une main ferme. Révélaient un secret enfoui, le notaire. Dans sa jeunesse étudiante à Paris des années 60. Avait aimé un homme. Un fellow de la faculté de droit. Avant de l'enterrer sous les conventions sociales. Se mariant par devoir. Haïssant en Quentin le miroir de sa propre lâcheté. Le choc fut viscéral. Quentin relut les confessions nocturnes, j'ai fui mon cœur pour la respectabilité. Et maintenant, je vois mon fils payer le prix. Mon Dieu, pardonne-moi. Des larmes coulèrent. Non de rage, mais de compassion tardive. Il appela sa sœur. Qui pleura au téléphone, il t'aimait. Quentin. À sa façon tordue. Théo, alerté, débarqua le soir même. Et ensemble, ils brûlèrent les pages dans un brasero du jardin. Les flammes dansant comme des esprits apaisés. Lucas arriva plus tard. Serrant Quentin contre lui tandis que les cendres s'envolaient vers les étoiles. Cette révélation, au lieu de briser, libéra. Quentin écrivit un épilogue à son roman. Une postface sur l'héritage des silences familiaux. Qui propulsa l'ouvrage en best-seller. Des interviews affluèrent, France Inter. Le Monde. Même un podcast queer international. Le pardon n'efface pas la douleur. Confia-t-il à la caméra. Mais il la transforme en force. Théo, inspiré, exposa une série de toiles sur les « amours cachés », E.S. Portraits abstraits de père et fils, mère et amant. Vendus aux enchères pour une association LGBTQ+. Pourtant, la trahison finale au nom de Théo, mais du destin frappa en décembre. Lucas, lors d'un voyage à Toulouse pour un projet documentaire, fut victime d'un accident de voiture banal, une glissade sur verglas. Un arbre heurté. Il survécut. Mais avec une moelle épinière endommagée. Condamné à un fauteuil roulant. Quentin, accourant à l'hôpital.
trouva son amour brisé mais indompté. Les yeux pétillants malgré les bandages. Pas de pitié. Q. On adapte le script. Le cœur serré. Quentin organisa le rapatriement. Transformant sa maison en havre accessible, rampe installée. Atelier d'écriture adapté pour Lucas. Les mois suivants furent un ouragan émotionnel. Quentin jongla entre cours. Soins et écriture. Épuisé mais résolu. Théo, fidèle allié, descendit de Nice pour aider. Peignant des fresques murales dans la chambre de Lucas. Motifs de vagues et d'oiseaux en vol. Une nuit. Alors que Lucas dormait. Quentin et Théo veillèrent au salon. Un whisky à la main. Tu mérites ça. La paix. Dit Théo. Quentin secoua la tête. Nous la méritons tous. Le fauteuil roulant de Lucas devint non une chaîne, mais un trône mobile, d'où ils dirigeaient leur petit royaume provençal avec une verve intacte. À 43 ans. Quentin s'éveilla à une routine nouvelle, café partagé au lever du soleil. Où Lucas lisait les journaux en braillant des titres absurdes, promenade dans les collines. Quentin poussant le fauteuil sur des sentiers gravillonnés. Discutant de Foucault et des archives numériques queer. L'amour, jadis tourmenté, s'était mué en partenariat solide. Ponctué de rires et de disputes légères sur les playlists Spotify au Lucas pour le rap français. Quentin pour les ballades de Brassens. Pourtant, les ombres persistaient. Les nuits. Quand Lucas souffrait de spasmes nerveux. Quentin veillait. Frottant ses jambes inertes. Hanté par le spectre du rejet parental. Et si je ne suis pas assez fort, murmurait-il. Lucas, pragmatique, répliquait, la force. C'est d'aimer sans condition. Comme toi avec moi. Ces mots, un baume, inspirèrent Quentin à lancer un atelier d'écriture pour personnes handicapées et queer. À l'université d'Aix. Les sessions. Dans une salle aux fenêtres ouvertes sur les fontaines de la ville. Attiraient une dizaine de participants, un transgenre en chaise roulante. Un migrant serbe au récit poignant. Une lesbienne septuagénaire aux poèmes acérés. Parmi eux, Théo anima des ateliers de dessin thérapeutique. Ses traits libres libérant des histoires enfouies. Le succès fut fulgurant. Un recueil collectif, Voix invisible, fut édité par une maison parisienne progressiste, préfacé par Quentin, dans le silence imposé. Nous forgeons notre cri. La presse locale s'empara du projet. Et bientôt, une fondation nationale contacta Quentin pour étendre le programme. Théo, galvanisé, proposa une exposition itinérante, toile née des ateliers. Vendue au bénéfice de l'association. Lors du vernissage à Marseille. Sous les voûtes du Mucem. La foule applaudit. Et Quentin, Lucas à ses côtés, sentit une fierté viscérale non personnelle, mais collective. Mais le passé. Ce chien fidèle. Mordit à nouveau. Une lettre arriva de Paris, l'avocat de la succession familiale informait Quentin d'un legs inattendu. Son père. Dans un codicile secret. Lui léguait la maison haussmannienne du 5e arrondissement. Avec une clause, pour que mon fils y trouve la paix que je lui ai refusée. Stupéfait. Quentin hésita. Vendre? Habiter? Avec Lucas. Ils visitèrent l'appartement. Inchangé, meuble Louis-Philippe. Portraits ancestraux aux yeux sévères. Dans le salon même du rejet. 20 ans plus tôt.
Quentin s'assit. Les larmes aux yeux. C'est une réparation posthume, dit Lucas, posant sa tête sur son épaule. Théo, convié au voyage, arriva en train. Et les trois explorèrent les pièces comme des archéologues. Dans le grenier, ils dénichèrent une boîte, lettre d'amour du grand-père de Quentin à un soldat de la Résistance. Un homme a un secret familial double, enfoui sous les décennies. Ton sang est cuir depuis toujours. Q. Rit Théo. Et ils burent du champagne volé dans la cave, toastant aux fantômes réconciliés. Quentin décida de garder la maison, la transformant en centre culturel, atelier d'écriture, exposition, un havre pour les exilés intérieurs. Le chaos Trao culmina lors d'une tempête hivernale de 2025. Paris. Sous la neige rare, s'illuminait pour les fêtes. Quentin, Lucas et Théo y séjournèrent, inaugurant le centre d'un gala modeste. La soirée, dans le salon réaménagé, vibrait de musique jazz et de conversations animées. Soudain, un appel, un participant de l'atelier d'Aix. Un jeune de 19 ans nommé Elias avait tenté de se suicider, rejeté par ses parents conservateurs. Le cœur serré, Quentin et Théo filèrent à l'hôpital, laissant Lucas gérer la soirée. Dans la chambre stérile, Elias, bandé et pâle, murmura « Je ne vaux rien ». Quentin, revivant son propre gouffre, prit sa main. « Si, mon garçon, tu vaux un monde entier. » Théo dessina sur un napkin un tatouage symbolique, un phénix aux ailes arc-en-ciel. Ils passèrent la nuit à parler de Paris 2005, de Marseille 2020, de toutes les chutes et remontées. Au lever du jour, Elias sourit faiblement, « Merci. » Pour l'espoir. De retour au gala, Quentin monta sur une petite estrade improvisée, micro en main. Ce soir, nous célébrons non la perfection, mais la persévérance. J'ai été rejeté pour aimer un homme nommé Théo. 20 ans plus tard, je retrouve la paix non dans le pardon des autres, mais dans le mien. Et dans l'amour de Lucas, qui roule plus vite que le vent. La salle explosa en applaudissements. Lucas rougissant dans son fauteuil. Théo essuyant une larme discrète. Pourtant, la trahison, la dernière, celle de l'orgueil, frappa Quentin lui-même. Obsédé par le centre, il négligea Lucas, annulant des week-ends pour des réunions, laissant la frustration s'accumuler. Une nuit, après une énième absence, Lucas explosa, « Tu me traites comme un accessoire de ton roman. Je ne suis pas ton sauveur. Quentin. J'ai besoin d'un partenaire. Pas d'un héros. » Les mots, juste, heurtèrent comme un mur. Quentin, seul dans la maison vide, comprit, son humanité résidait dans la vulnérabilité, non dans la force stoïque. Il s'excusa le lendemain, à genoux devant le fauteuil, promettant un équilibre. Lucas, magnanime, l'embrassa. On grandit ensemble. Ou pas du tout. Théo, témoin silencieux, hocha la tête, l'amour vrai. C'est ça. Pas les feux d'artifice. Le printemps 2025 fleurit tard en Provence. Les amandiers en bouton rose contre un ciel azur. Et Quentin,
À l'approche de ses 44 ans. Se sentit enfin entier. Le centre culturel de Paris prospérait, atelier bondé. Exposition mensuelle. Un podcast hebdomadaire où des voix anonymes partageaient leur rejet et renaissance. Lucas, promu chef de projet pour une série documentaire sur l'histoire queer française. Voyager en van adapté. Interviewant des figures oubliées ou des résistants homosexuels de la Seconde Guerre. Des activistes du ACTUP parisien. Leur soirée se terminait toujours par un rituel, un verre de rosé sur la terrasse d'Aix. Les étoiles comme confettis au-dessus des toits tuilés. Théo. Stabilisé à Nice. Exposé régulièrement. Sa dernière série ou étreintes éphémères a un hommage voilé à Quentin, silhouettes enlacées sur fond de scène brumeuse. Il se voyait mensuellement. Pour des dîners à trois. Où les rires effaçaient les ombres. Un soir. Autour d'une paella fumante. Théo avoua, j'ai rencontré quelqu'un. Un prof de yoga. Stable comme un roc. Quentin leva son verre. Sincère, à ton bonheur. Vieux loup. Tu l'as mérité. Lucas taquina, et si on l'invite au centre? Pour un atelier zen queer. La vie? Cette tapisserie tissée de fils cassés et recousus. S'apaisa. Quentin acheva un nouveau roman. Paix retrouvée. Un récit semi-autobiographique où le protagoniste, un écrivain quarantenaire, réconcilie son passé familial lors d'une retraite dans les Alpes. Publié en septembre. Il reçut le prix Renaudot des lycéens. Une ironie douce, les adolescents. Ce qu'il avait été. Acclamaient son chemin. Lors de la remise. À la Coupole de Paris. Sous les flashs. Quentin dédia le prix à tous les exilés du cœur. Qui trouvent la fierté dans les décombres. Le point culminant. Humain et poignant. Survint en novembre. Elias. Le jeune sauvé un an plus tôt. Contacta Quentin, il organisait une manif pour les droits LGBTQ+ à Lyon. Sa ville natale. Et voulait qu'il soit orateur. Quentin accepta. Emmenant Lucas et Théo dans un road trip en van, Calanque. Gorge du Verdon. Puis l'autoroute vers le nord. La manif. Sous une pluie fine. Serpenta des pentes de la Croix-Rousse au quai du Rhône. Bannière arc-en-ciel claquant au vent. Quentin. Sur une estrade de fortune. Parla d'une voix ferme, 20 ans. 20 ans depuis que mes parents m'ont chassé pour un amour comme le vôtre. Aujourd'hui. Je suis fier. Fier de Théo. Mon premier feu, fier de Lucas. Mon encre, fier de vous. Ma famille choisie. La foule rugit. Et Elias. Larmes aux yeux. L'étreignit. Ce soir-là. Dans un bar lyonnais aux murs graffités. Ils fêtèrent, saucisson. Beaujolais. Danse maladroite sur du Daft Punk. Théo raconta des anecdotes de leur jeunesse. Lucas filma pour son doc. Et Quentin. Au centre du cercle. Sentit la boucle se boucler. Pas de bic ACH final. Mais une humanité rayonnante, les blessures cicatrisées. Non effacées. Devenant source de lumière. De retour à Aix. Quentin planta un olivier dans le jardin. Près de celui de sa mère. Lucas roula jusqu'à lui. Posant une main sur son épaule. Et maintenant? Quentin sourit. Embrassant ses doigts. Maintenant. On vit. Simplement. Théo envoya une toile par la poste, E3.
stylisés en silhouettes unies contre un horizon provençal. Titré Fierté éternelle. 20 ans après le rejet. Quentin avait retrouvé non seulement la paix, mais une fierté farouche. Tissée d'amours multiples, de pardons durs, de conflits surmontés. Paris. Marseille. Ces terres françaises portaient désormais ses traces. Un legs de tendresse rebelle. Et dans le silence du soir, sous les étoiles indifférentes, il murmurait à l'univers, merci. Pour chaque éclat brisé, qui m'a reconstruit plus fort.